Une démonstration de force, c'est ce que promettait Emmanuel Macron. Paris, visiblement, a réussi pour son premier grand meeting de campagne, porte de Versailles à Paris. Le candidat à la présidentielle a réuni près de 15 000 sympathisants. C'est du moins le chiffre avancé par le mouvement En Marche. La forme, comme toujours, était très soignée. Et sur le fond, pour la première fois, plusieurs annonces concrètes. Jérémy Père, Pierre Corieux. La musique est moderne. L'arrivée triomphale. Emmanuel Macron met plusieurs minutes à fendre la foule avant de se retrouver seul sur scène. Mais cette fois avec un pupitre. La mise en scène est millimétrée. Bonjour à tous. Emmanuel Macron était surtout attendu sur le fond aujourd'hui. Voici sa réponse. Parce que je veux être le candidat de la justice. Je suis le candidat du travail. L'ancien ministre de l'économie égrène ses mesures sur la durée légale du temps de travail, qui resterait 35 heures, puis pour relancer l'emploi. Mais je transformerai le crédit d'impôt compétitivité emploi en allègement de charges pérennes à hauteur de 6 points pour toutes nos entreprises. Emmanuel Macron propose 3 boucliers pour protéger les Français. Un premier bouclier de sécurité avec le retour de la police de proximité et l'augmentation des effectifs de police. 10 000 fonctionnaires de police et de gendarmerie supplémentaires qui seront recrutés durant les 3 premières années du quinquennat. Un bouclier européen pour protéger les Français contre la mondialisation. Et enfin, un bouclier social actif pour préserver l'éducation, mais aussi la santé, s'opposant ainsi frontalement à François Fillon. Pendant les 5 ans qui viennent, pas un seul soin utile ne sera déremboursé. Emmanuel Macron l'a promis à ses supporters et adversaires. Ses propositions ne sont qu'un échantillon de son programme. D'autres arriveront avant la fin du mois de février. 1h45 de discours et maintenant l'analyse, le décryptage, le débat ce soir sur le plateau de Week-end Direct. Avec nous, Arnaud Leroy, bonsoir, député socialiste des Français de l'étranger, soutien d'Emmanuel Macron. Alexis Lacroix, directeur délégué de la rédaction de l'Express. Bonsoir. Olivier Roucan, politologue, chercheur associé au CERSA, le Centre d'études et de recherche de sciences administratives. Bonsoir. Thomas Porcher, bonsoir, économiste, auteur de Introduction inquiète à la Macron économie, puisqu'on parlera évidemment avec vous des propositions économiques qui ont été nombreuses cet après-midi à la porte de Versailles. D'abord, Arnaud Leroy, Paris réussi, clairement. Vous étiez heureux dans les rangs d'Emmanuel Macron cet après-midi? Ouais, écoutez, ça serait mentir de dire qu'on était triste. C'était un beau moment. J'étais ravi surtout de voir beaucoup de jeunes. C'était comme c'était le cas déjà à la Mutualité, donc ça c'est intéressant de voir comme une jeunesse qui se mobilise dans le pays, et puis surtout des propositions de plus en plus fines, concrètes, du fond, une histoire aussi. Prendre le temps d'expliquer la conception de la République, des références sur la laïcité, des propositions innovantes, le droit à l'erreur par exemple, le chômage en cas de démission, un statut équivalent pour les salariés comme les indépendants ou les commerçants ou les artisans. Donc moi je trouvais que c'était extrêmement positif cet après-midi. Alors on va évidemment entrer dans le détail, on va finir un petit tour de table ronde avec un exercice de synthèse rapide. Qu'est-ce que vous avez retenu, Alexis Lacroix, de ce meeting, de ce premier grand meeting d'Emmanuel Macron? Que c'est un pré-programme, réponse à ceux qui lui disaient mais vous avez un projet, vous n'avez pas de programme, vous avez une philosophie, mais vous n'avez pas concrètement un programme à offrir aux Français. 2 choses qui sont à mon avis à retenir. Il veut se présidentialiser avant l'heure, très logiquement, et il a réussi sur 2 aspects fondamentaux à contrer Fillon et à lui répondre sur la question du bouclier social. Ça, il vient d'y être fait allusion dans le sujet. C'est très important de voir que ce qu'il veut, Macron, c'est un nouveau compromis entre l'égalité et la liberté. Il est réformiste, il est social-libéral, on l'appelle comme on veut. Il se réclame d'un socialisme démocratique et libéral, même si le mot socialiste n'apparaît pas dans sa bouche, et c'est évidemment contre le projet libéral, voire ultralibéral de Fillon. Mais il y a une deuxième chose que j'ai retenue et qui a été peu retenue par les commentateurs, donc je vais quand même vous la dire, c'est à la fin, quand il évoque les enjeux internationaux, là aussi, il flingue Fillon, et il flingue notamment le rapport à Fillon à une Russie qui n'est pas, disons, la maîtresse en matière de relations aux droits de l'homme, de respect des droits de l'homme. Il met en garde justement contre la réelle politique, et il appelle à une forme d'intransigeance envers tous ceux qui ne respecteront pas les droits de l'homme. Vraisemblablement, c'est pas contre son propre camp là qu'il tire, c'est à l'évidence contre François Fillon, qui s'est fait le chantre d'une politique de la main tendue avec la Russie. Mais par ailleurs,
pour l'Europe ailleurs, aussi. comme il pense quand même aussi à d'autres candidats à la primaire, ça vaut... Exercice de synthèse, c'est raté. Hein, Voilà, ça vaut pour d'autres. Ça vaut pour d'autres au sein de la gauche sectaire Olivier qui Roy. regardent avec sympathie vers Moscou. Pour ce premier tour de table, on va essayer de faire rapide, mais quand même pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est un Macron plus de gauche qu'on a vu aujourd'hui? Je ne sais pas, moi, si c'est un Macron plus de gauche. Depuis le départ, on dit, bon, c'est le libéral social, Emmanuel Macron. Donc, on pense qu'il a des libéraux sur le plan économique, plus que les électeurs moyens de gauche, et qu'il a quand même aussi un libéralisme culturel, donc une ouverture. Le tronc commun, c'est l'Union européenne. On a vu là qu'il était très applaudi sur l'Europe. La salle s'est levée au moment quand même de neuf. Il y a la jeunesse qui est là. Ça peut paraître comme étant un renouveau, parce que lorsqu'on regarde dans les autres partis, les réunions, elles sont moins jeunes, semble-t-il. Ceci étant dit, il y a bien des interrogations. On va sans doute en parler. Alors, de gauche, je ne sais pas vraiment, par exemple. Thomas Porcher, vous avez sorti un livre assez critique sur les propositions économiques, ou en tout cas les orientations économiques d'Emmanuel Macron. D'un mot, et on va rentrer dans le détail, je vous le promets. Crédible, pas crédible, ce que vous avez entendu ce soir? Moi, je vois beaucoup de contradictions. Par exemple, là, il dit qu'il va créer des postes, très bien. Puis dans son livre, il dit qu'il faut couper dans la dépense publique. Donc il va créer des postes, il coupe dans la dépense publique. Puis aussi dans son livre, il dit qu'il faut de l'investissement public. Alors où est-ce qu'il va couper? Il faudrait nous le dire à un moment. Faut dire aussi les mauvaises choses. Hein. Où est-ce qu'il va couper? Parce que si on baisse la dépense publique, on ne peut pas créer des postes, on ne peut pas investir, faire des investissements publics dans les secteurs d'avenir, comme il le dit dans son livre. Donc là, on aimerait bien aller au fond des choses. Pareil pour la mondialisation. Il dit qu'il faut faire rentrer la France dans le 21e siècle. Il faut que la France aille dans la mondialisation. Puis après, hop, il faut que l'Europe protège la mondialisation. Donc la mondialisation, c'est bien ou c'est pas bien? Donc là, c'est les questions qu'on se pose. Donc moi, pour moi, il fait le grand écart. Il essaye d'aller un petit peu à gauche, il essaye d'aller un petit peu chez les jeunes, parce qu'il est très marqué libéral. Quand il est passé au ministère, il avait quand même des propos plutôt à droite. Donc il essaye de faire le grand écart. Et puis, encore une fois, sur ce meeting, pas un mot sur son bilan. On a l'impression qu'il n'est pas passé au pouvoir pendant 4 ans, qu'il ne s'est rien passé, qu'il arrive comme ça, alors qu'il y a quand même un bilan à tirer, même s'il n'est pas responsable complètement, il est co-responsable de ce bilan. Arnaud Leroy, ce bilan, effectivement, pas évoqué pendant ce meeting. C'est normal. Il en est plus comptable. Emmanuel Macron a été clair sur cette question-là. Il renie rien. Il fait bien la distinction entre son temps de conseiller, les limites du pouvoir d'un conseiller, et son action en tant que ministre. Donc ça a été dit, ça a été répété plusieurs fois sur des plateaux cette semaine. Donc il y a des choses qu'on peut évacuer, comme sa participation à la primaire. Ça, c'est fait, c'est dit, c'est clair. Pour revenir sur la mondialisation, je ne crois pas qu'on puisse parler de grand écart. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, se sert des décrets développés notamment par Arnaud Montebourg, va à Bruxelles batailler pour développer une compétitivité européenne, notamment vis-à-vis de la Chine sur l'acier. Il a fait jouer tous les instruments dont on disposait pour faire de la mondialisation un espace régulé. C'est ça le combat d'Emmanuel Macron. Et c'est ça sa vision de l'Europe. L'Europe permet, normalement, de pouvoir réguler parce qu'on a une masse critique comparable à la Chine ou aux États-Unis. En Europe, nous avons des modèles sociaux différents, des fiscalités différentes. Par exemple, on l'a pas entendu sur l'uniformisation de la fiscalité au niveau européen. Ça, c'est un sujet intéressant. On aimerait bien l'entendre là-dessus. Et on l'a pas entendu là-dessus. Donc, on l'entend sur des concepts comme ça, mais sur les vraies choses importantes, on l'entend pas. C'est pas totalement faux. C'est pas totalement vrai, Thomas, là, sur ce point-là, parce que j'ai été assez sensible à ce désir de triangulation des thèmes de la République et de la laïcité, qui étaient, disons, traditionnellement plutôt attachés au discours un peu philo-chevènementiste de Manuel Valls sur ce terrain-là. Et là, subitement, Macron, qu'on avait plutôt associé, disons, avec le personnalisme ou communautaire, quelque chose de, disons, de pas tout à fait républicain, a vraiment triangulé ce discours-là. Il a essayé de le reprendre à son compte, peut-être d'attirer à lui des électeurs de gauche qui sont plutôt de sensibilité républicaine, notamment avec ce thème des abandonnés de la République. Ça l'inscrit très clairement, qu'on le veuille ou non, dans la tradition, la plus pure tradition de la gauche républicaine française. Olivier Roucan, fait la Oui, mais alors c'est là où il va y avoir un problème pour maintenir des électorats. Vous parlez de triangulation éventuelle des électorats qui sont quand même assez dispersés et d'ordinaire clivés, séparés. Parce que si vous prenez les libéraux culturels et que vous y ajoutez des artisans commerçants qui vont être séduits par la proposition notamment d'être couverts par le chômage, que vous y ajoutez des républicains, j'allais dire entre guillemets laïcards traditionnels, alors ça peut être une opération séduction qui va durer un moment, mais là, la marche, ensuite, elle doit être longue. Donc, comment on fabrique une doctrine cohérente? Et ça, pour l'instant, moi, je ne l'ai pas trouvé. La structure, la cohérence, je ne l'ai pas trouvé. Mais en même temps, on est au début.
Alors Arnaud Leroy va vous répondre, mais est-ce que cette doctrine, est-ce que ce point central aujourd'hui qui est ressorti de ce meeting, ce n'est pas le travail? Je suis le candidat du travail. Il est revenu sur la durée du temps de travail, ce sera 35 heures. On avait dit au début peut-être 32, peut-être un peu plus. Finalement, on est bien à 35. La suppression des cotisations maladie et des cotisations chômage, plus de TVA, mais une hausse de la CSG. Est-ce que c'est ça la doctrine? Est-ce que c'est le travail qui sera la clé de cette campagne du côté d'Emmanuel Macron? Ben oui, ça sera la clé parce que c'est la solution pour faire sortir les gens de la pauvreté, parce qu'il faut aussi qu'on parle de ça aujourd'hui. On voit très bien les données, après 10 ans, même 15 ans, de gouvernements de gauche et de droite successifs, on n'arrive pas à enrayer ça, on n'arrive pas à enrayer le chômage. Donc il faut trouver des solutions innovantes. Donc le travail fait partie, et l'axe central même, du programme d'Emmanuel Macron, parce qu'on y voit la clé à tout. Je vais revenir sur un point qui me tient à cœur. La question du rassemblement et de l'axe central. Il n'y aura pas de doctrine. Il y a Alors attendez, je vous interromps, je me permets juste, je vous laisse poursuivre sur le rassemblement. Je voudrais qu'on regarde un tweet de Jean-Christophe Cambadélis qui a réagi au meeting d'Emmanuel Macron. On va découvrir ce tweet un peu acerbe de Jean-Christophe Cambadélis. Après le virage humaniste d'Emmanuel Macron, j'ai bien envie de lui envoyer une carte gratuite. Il est mûr pour la primaire. Le rassemblement, est-ce que c'était pas cette primaire que réclame à corps et à cri, malgré les réponses d'Emmanuel Macron, Jean-Christophe Cambadélis? Comment voulez-vous parler de rassemblement quand le même Jean-Christophe Cambadélis fout à la porte 3 partis? Donc, je vous ai répondu sur Cambadélis, non sujet. Nous, la question, c'est de construire ce rassemblement. Rassemblement, vous avez vu tout à l'heure, Renaud Dutreil, des centristes, des gens de gauche, qui veulent travailler ensemble sur un programme pragmatique. Donc on ne va pas s'enfermer sur des dogmes, une doctrine dont on sera le prisonnier jusqu'au mois de mai prochain. On construit pour avoir des solutions. Et on essaie de les expliquer. C'est aussi pour ça que le projet de transformation qui sera proposé... Une doctrine, ce ne sont pas des dogmes. Une doctrine, c'est ce qui donne du sens à l'ensemble. Parce que le pragmatisme, si c'est du saupoudrage de propositions qui viennent d'un peu partout, les lecteurs, je crois durablement, que c'est pas, ne sera pas le procès en saupoudrage concernant Macron et concernant le discours qu'on vient d'entendre, Philippe, je pense qu'il est mal fondé. Il ne saupoudre pas, il veut relier ce qui jusqu'à maintenant était part dans notre République. C'est-à-dire, vous l'avez bien dit, un peuple de gauche plutôt laïque, d'une petite bourgeoisie de province qui se sent déclassée et délaissée par la République, et éventuellement des libéraux libertaires. Jusqu'à maintenant, ces gens-là ne sont pas une force électorale unie. Le pari de Macron, c'est par-delà le droite et gauche... Non, attendez, laisse-moi finir. Par-delà le droite et gauche, de les réunir. Oui. Je ne sais pas s'il va gagner ce pari. Toujours est-il que c'est son pari. Donc il ne s'agit pas du mariage de la carpe et du lapin. Pour autant, laissez-moi terminer. Pour autant, la nuance que j'émettrais vis-à-vis de ce projet, c'est que jusqu'à maintenant, dans la vie politique française de la Ve République, ce type de dépassement novateur et démocratique du droit de gauche n'a jamais marché. Le droit de gauche continue à vectoriser la vie politique. J'ai l'impression que... Je me demande où vous étiez, avec tout le respect que je vous dois, ces 30 dernières années. Puisque le centre de gravité de la gauche se déplace vers la droite. Ça, c'est votre jugement. C'est votre jugement. Le tournant de la rigueur de 83. C'est votre jugement. Attendez, avant de refaire l'histoire, je voudrais qu'on vienne sur ce que vous... C'est votre jugement personnel. Alexis Lacroix, je voudrais... Alors, c'est le jugement de pas mal de... Je voudrais qu'on vienne sur le petit mot que vous, Thomas Porcher, vous glissiez le petit mot. Est-ce que tout cela est financé? C'est la question que vous posez ce soir? À l'instant, vous disiez, est-ce que c'est financé les mesures dont parlait Alexis Lacroix? Oui, non, même du livre, moi, c'est très simple de dire oui, je baisse la dépense publique et de l'autre côté, j'augmente l'investissement public. Alors, qu'est-ce qu'on sacrifie au milieu? Qu'ils nous le disent. Il dit que tout, dans le livre, il le dit, je l'ai lu le livre, il dit que tout doit être laissé au marché sauf la défense. La défense, donc, c'est la seule chose qu'on va écarter du marché. Donc, le reste, il va devoir sacrifier des choses. C'est faux, ça, M. Porcher. Est-ce que ça va être les 22 000 postes? Est-ce qu'on a une monnaie? Thomas Porcher, est-ce qu'il dit ça? Là, lisez le livre. On l'a lu. Vous le caricaturez à des fins idéologiques. Visiblement, vous le défendez beaucoup. Parce que vous êtes, Thomas Porcher, un des représentants de cette gauche sectaire. Absolument pas. Qui s'accroche à des dogmes néo-dirigistes aujourd'hui défunts. Et évidemment, Macron, il a, à votre point de vue, le grand tort. Vous parlez à ma place. Écoutez, vous venez de le dire. Il a le grand tort de contredire ces dogmes et de rêver de donner la main à des gens de la droite libérale. Olivier Roucan. Pour vous, c'est un crime affreux. Et c'est une raison suffisante pour ne plus parler de Olivier Roucan. On l'a compris. Olivier Roucan. Je défends personne, mais je remarque, par exemple, c'était très intéressant ce que vous disiez, parce que dans une enquête qualitative sur les sympathies et la proximité par rapport à Emmanuel Macron, il y avait pendant la primaire de droite un test qui a été fait et on voyait que sur le plan notamment de la sécurité et de l'identité, les soutiens que fédérait Emmanuel Macron étaient plus proches
de ceux d'Alain Juppé, Oui. donc assez sécuritaires et identitaires, et plus éloignés de ceux de François Bayrou. Et je ferai une petite remarque par rapport au travail. On voit quand même là réagir Emmanuel Macron et se positionner sur le travail, alors que François Bayrou, qui s'exprimait sur France Inter en milieu de semaine, a fait son entrée en scène, pourrait-on dire, exactement sur le même thème. Alors, on va continuer à débattre des propositions de fond. Je vous donne la parole juste après. Je voudrais qu'on revoie un extrait du meeting, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a donné de lui, Emmanuel Macron. Regardez. Il ne fait pas une chose à moitié. Notre engagement, notre programme, nous allons le continuer. Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Bon, Arnaud Leroy, on va pas se cacher, sur Internet, c'est malaise. Que s'est-il passé? Il est allé trop loin. Il y avait un petit problème de micro, il fallait donc Encore donner de quelques la voix. réglages à faire? Comment? Encore quelques réglages à faire? Non, mais bon, honnêtement, je pense que quand vous avez une salle comme ça de 12 à 15 000 personnes qui a été attentive pendant plus de 2 heures ou voire 2 heures et demie, que tout le monde est aussi un peu dans l'ambiance, honnêtement, il n'y a pas eu de dérapage, il crie un peu, c'est tout, quoi. Donc, Et en même temps, si on le prend à l'inverse, Olivier on a une Ocampo, voix, c'est pour s'en servir aussi. est-ce que finalement ce dynamisme, cette énergie qu'on ne peut pas lui reprocher dans cette séquence, elle vient pas un peu ringardiser la primaire de la gauche, où on sent que c'est plus difficile d'être aussi libre? D'autant plus qu'on a parlé tout à l'heure de François Bayrou dans cette espèce de concurrence virtuelle, ou peut-être effective bientôt, mais il y a celle par rapport à Manuel Valls. On le voit se positionner sur les thèmes de la République, ce n'est sans doute pas un hasard non plus. Et là, sur l'énergie, le dynamisme, c'est une qualité qui lui est déjà bien reconnue, on le sait, et on sait aussi qu'elles sont reconnues à Manuel Valls. Donc, cette idée d'en faire... Thomas Porcher, Alexis. Thomas Porcher, Moi, je voudrais dire un petit mot sur le financement. On écoute Thomas. Une nouvelle vous répondrez à Thomas Porcher juste après. Merci. Promis. Je vais revenir sur ce que vous avez dit très rapidement déjà. Comme vous m'avez prêté des propos, laissez-moi vous en prêter quelques-uns. Pour vous, justement, le ralliement de la gauche à la droite, c'est quoi? C'est quelqu'un à gauche qui dirait il faut flexibiliser le marché du travail. Il faut travailler plus. Le statut de fonctionnaire est de moins en moins défendable. Qu'est-ce qui a dit ça? Thomas Porcher. Laissez-moi finir. On a parlé du dépassement du droit de gauche. C'est très différent, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui a dit ça? Emmanuel Macron, ministre de gauche. Donc pour vous, le ralliement, c'est en fait un ministre de Non, gauche on parle pas qui de tiendrait ralliement. des propos, ou le centre de gravité qui se dépasserait. Cette union de la gauche et de la droite, c'est un ministre de gauche qui tiendrait les propos de droite. Maintenant, non, pas pour du ce que l'on a vu là, c'est un peu ce que vous avez dit. Maintenant, pour ce qu'on a vu ici, on voit bien que c'est de la Enfin, c'est ça la révolution, quoi. C'est avant, vous allez sur le Twitter d'Emmanuel Macron, vous l'avez en train d'écrire son discours comme ça, le fignoler, on a l'impression qu'il va aller à un combat de boxe à Las Vegas, puis là il crie comme ça. Voilà, très bien. C'est ça la nouveauté. Alors attendez, en un mot vraiment, parce que j'ai promis Arnaud Larose. Pourquoi moi, je ne suis pas pour Macron. J'observe simplement. Vous êtes contre, J'observe simplement qu'il est infiniment plus libre que les gens qui entourent la primaire de gauche aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans la primaire de gauche, même s'il y a des gens par ailleurs estimables, malheureusement, ce qui domine, c'est le discours d'un Thomas Porcher. C'est-à-dire, c'est l'idéologie néo-dirigiste ancienne. Alors, on ne fait pas le procès de Thomas Porcher. Non, mais ces gens-là, il vient de me le faire le mien. Ces gens-là veulent fermer le bec des autres avec des arguments d'un autre âge. Macron, effectivement, en ce sens, il ringardise tout ce petit monde politique de la gauche parce qu'il montre qu'une autre voie est possible, qui n'est pas celle du ralliement à la droite, mais du dépassement du gauche-droite. Encore une fois, Arnaud Leroy, droit de réponse, droit de réponse à Arnaud Leroy sur la question du financement des propositions d'Emmanuel Macron. Je voudrais simplement qu'on retienne cet après-midi que Emmanuel Macron est le seul qui nous parle de la société dans laquelle on vit, notamment des mutations qui sont en cours dans le domaine du travail, de la précarisation à outrance, des impacts du numérique sur l'ensemble des secteurs. Donc moi, ce que je retiens de l'après-midi, c'est ça. C'est pas justement le dogme ou la doctrine. Moi, je suis plus un homme de vision que de doctrine. Excusez-moi de faire cette précision. Donc voilà, ça c'est un point important. Vous avez quelqu'un qui explique dans quel pays on vit et comment les Français revivent le pays, sentent ce pays. Merci. Second point. Alors, vous avez 10 secondes. Le financement. Quand vous voyez le détail de la proposition sur la CSG, 1,7, quand vous allez exactement à ce point-là de détail, est-ce que vous pouvez croire que ce qu'on propose n'est pas
calibré et financé. Et on continuera à en débattre. On le voit, le débat est riche et ça va animer les prochaines soirées et journées de BFM TV. Merci beaucoup Arnaud Leroy, merci Olivier Roucan, Alexis Lacroix, Thomas Porcher d'être venus ce soir débattre sur le plateau de Week-end Direct.